pneumologie à l'Université de Liège. J'ai créé la formation en tabacologie il y a un peu plus de 12 ans pour la partie francophone de la Belgique, parce que vous savez que nous sommes un État fédéral et que nous sommes divisés entre francophones, flamands et germanophones, 65 000 personnes. J'étais dans le premier groupe d'experts pour le Conseil supérieur de la santé, qui est un conseil d'avis pour les politiciens. Et malheureusement, ce premier conseil d'experts a abouti à une solution qui n'en était pas une. C'était de dire, bon, la cigarette électronique, vendue uniquement en pharmacie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cigarette électronique contenant de la nicotine en pharmacie. Donc j'ai refusé de signer cette conclusion. Et malgré ce refus, j'ai eu la grande surprise d'être invité à la deuxième réunion qui vient de se terminer, et où on a de nouveau donné un avis, cette fois-ci dans un sens nettement plus favorable à la cigarette, et surtout la cigarette avec nicotine. Alors, la cigarette électronique en Belgique a beaucoup de retard, puisqu'on a été bloqué par cette position d'interdiction de la nicotine. Heureusement, les boutiques se sont développées rapidement, mais avec retard de nouveau. J'ai visité la première boutique à Liège en février 2014. On vous vendait la cigarette électronique et on vous disait, pour la nicotine, voilà l'adresse Internet, vous pouvez commander. Maintenant, en février 2015, j'ai été faire de nouveau une visite. Il n'y a pas un magasin, il y en a 6, rien que pour la région liégeoise, 200 000 habitants. Et on a de la nicotine comme on veut, avant même que la nouvelle législation entre en vigueur. Alors, on n'a pas grand-chose comme enquête sur la situation en Belgique. Il y a une enquête qui a été publiée par la Fondation contre le cancer en 2015 et qui est ressortie dans le journal Le Soir, qui est un grand quotidien belge, au mois d'octobre. Disons qu'il y avait en Belgique 168 000 vapoteurs, donc 1,5% des Belges. On ne dit pas des fumeurs. En Belgique, le taux de tabagisme est de l'ordre de 25%. Donc il faut multiplier par 4 cette valeur. Vous voyez qu'il y a un peu plus de fumeurs à Bruxelles qu'en Wallonie et en Flandre. État fédéral, donc on a toujours des résultats séparés. Pourquoi plus de fumeurs à Bruxelles? Traditionnellement, la région bruxelloise, car nous avons des communautés fédérales, mais aussi des régions. La région bruxelloise est une région où il y a beaucoup plus de gens dans des conditions sociales difficiles. Alors, les taux sont élevés dans les 15-24, plus élevés encore pour les 25-44, ce qui a été montré tout à l'heure par Jacques Le Wezek, et ça se réduit dans les tranches d'âge suivantes. Alors, j'ai trouvé une enquête qui n'est pas encore publiée, qui a été faite dans l'Observatoire de santé de la province du Luxembourg. Province du Luxembourg qui est un endroit plutôt rural, parce qu'il n'y a pas de grande ville, à part Arlon, qui n'est pas une très grande ville, mais aussi un endroit où on est très près de la frontière luxembourgeoise, où on trouve des cigarettes à des prix défiant toute concurrence, puisqu'on peut acheter 800 grammes de tabac pour fabriquer soi-même ces cigarettes, ce qui revient à un paquet de cigarettes en dessous de 2 € le paquet. Donc un endroit un peu particulier. Alors, malheureusement, cette étude n'a pas distingué les utilisateurs vrais et les expérimentateurs, ce qui donne des chiffres extrêmement élevés. Donc cette enquête jeune, donc c'est sur les jeunes, de 12 à 19 ans, a montré que le tabagisme s'était fortement réduit, comme partout, de 31,8% en 2000 à 16,1% en 2015. En ce qui concerne la e-cigarette, 33% de ces jeunes ont essayé, dont 14,9% de non-fumeurs. Parmi ces expérimentateurs, 79%, pratiquement 80%, c'était pour essayer, juste pour voir, et 6,2% pour arrêter. En comparaison, car il faut donner des comparaisons, 40% ont essayé la pipe à eau, la chicha. 20% ont essayé le cannabis, et sur ces 20%, plus de 40% continuent. Malheureusement, comme je le disais, pas de données sur les utilisateurs réguliers. Donc au départ, nous avions l'interdiction de la nicotine dans les e-cigarettes. Nous sommes donc très en retard sur l'Angleterre et la France. Comme je le disais, on voit tout doucement les magasins qui s'ouvrent et la nicotine qui est en fait tout à fait disponible sans le moindre problème. D'ailleurs, les douaniers ont rencontré les magasins où on vend des vaporisateurs personnels. Ils ont dit, vous savez, nous, on doit s'occuper de la cocaïne, de l'héroïne, du cannabis. On ne va pas vous emmerder avec la nicotine. Donc il y a un accord tacite de la douane.
Alors, j'en viens au cœur du sujet, c'est la conclusion du Conseil supérieur de la santé qui a été publiée le 22 octobre dernier et rapportée dans une conférence de presse à la demande de la ministre de la Santé. Alors, il y a première remarque préalable à la page 2 du rapport. En termes de santé publique, réduire la dépendance à la nicotine est secondaire à l'objectif principal, à savoir éliminer le tabagisme. Donc ça, c'était un progrès extraordinairement considérable par rapport au rapport antérieur auquel je ne m'étais pas associé, ce qui avait créé un petit buzz journalistique. Alors, quelles étaient les questions de la ministre? Je vais lire ça mot à mot parce que c'était des questions très précises. Quelles sont les exigences de qualité auxquelles la e-cigarette, avec ou sans nicotine, devrait satisfaire? Quels sont les effets nocifs de la e-cigarette et peuvent-ils mettre en balance avec les effets nocifs des cigarettes classiques? Pour les fumeurs de tabac qui utilisent des e-cigarettes contenant de la nicotine, la question suivante se pose naturellement. La e-cigarette est-elle à moins fumer, voire à arrêter de fumer? Existe-t-il, ça c'était curieux, un danger supplémentaire si la e-cigarette et la cigarette classique sont utilisées simultanément? La e-cigarette sans nicotine peut-elle aider les fumeurs de tabac dans leur dernière phase de l'arrêt du tabac? Question plus difficile. Pour les non-fumeurs, existe-t-il un risque que des non-fumeurs soient incités à utiliser des e-cigarettes contenant de la nicotine? Existe-t-il également un risque que des non-fumeurs utilisent plus facilement des e-cigarettes sans nicotine et de là passent aux cigarettes électroniques contenant de la nicotine et passent au tabac? Donc la fameuse gateway hypothèse. Alors, ça c'était la présentation du rapport. Je ne vous demande pas de lire tout ça, mais fatalement on a dû répondre à toutes les questions, entouré d'un petit peu de littérature. Vous voyez, c'était beaucoup de chapitres, il y a 82 pages. Quels sont les éléments principaux? Deuxième paragraphe du préambule dont vous avez entendu la première phrase. Le vapotage fait partie intégrante de la politique de lutte contre le tabagisme. Ça c'est quelque chose qui a dépassé toutes nos espérances. Réponse aux questions, exigence de qualité, les propriétés toxiques des arômes, colorants et saveurs n'ont pas été suffisamment évaluées, travaux en cours au CEN. Donc on a fait allusion aux travaux de l'AFNOR. Vous savez que les travaux de l'AFNOR sont repris par la Commission européenne qui est chargée de la normalisation, pour être par la suite étendus aux normes ISO qui sont des normes mondiales. Et ça, c'est plus notre affaire. Alors, les effets nocifs, il est clair que les vapoteurs sont moins exposés aux toxiques que le fumeur. Ça, c'était pas mal de le dire. Il n'y a pas d'études de longue durée, on vient de le dire actuellement. Effectivement, pour démontrer que le tabac était toxique, il a fallu attendre Dole et Hill plusieurs centaines d'années après la première utilisation du tabac pour démontrer que c'était dangereux. Donc, pour démontrer qu'un produit n'est pas dangereux, c'est encore plus compliqué que pour montrer qu'il est dangereux. On n'a pas d'études de longue durée, c'est clair. Le vapotage est déconseillé chez la femme enceinte. Encore que, il faut savoir que j'ai été amené à évaluer le programme de Anne McNeil en Angleterre, qui demandait un subside pour étudier les effets de la cigarette électronique chez la femme enceinte. Bien entendu, on ne va pas prescrire la cigarette électronique aux femmes enceintes, mais on va faire une étude observationnelle. Il y a des femmes enceintes qui vapotent, quoi qu'on dise, il faudrait savoir ce qu'elles deviennent. Donc cette étude va démarrer ou a démarré, on aura les résultats dans 2-3 ans à mon avis. Est-ce qu'il y a des risques aigus de toxicité des e-liquides s'il y a des accidents ou une utilisation incorrecte? La e-cigarette est-elle arrêtée de fumer? Elles ne sont pas encore assez utilisées, dit le rapport. J'ai ajouté en Belgique. Pas d'études, les publications internationales sont encourageantes, pas d'objection à leur mise sur le marché, pour autant que l'objectif soit la lutte contre le tabagisme. Donc c'est une phrase encore extrêmement intéressante. Usage simultané égale danger supplémentaire pour l'interrogation, on n'a pas de données. Il est clair que normalement, ça devrait être quand même moins dangereux. Le vrai problème, c'est la persistance du tabagisme. Et alors, on avait ajouté quelque chose qui était tiré de la Lung Health Study sur les BPCO traités par des patchs et des gommes, surtout. On avait démontré que pour réduire le risque d'aggravation de la bronchite chronique obstructive, donc bronchite chronique obstructive et emphysème, il fallait une réduction du tabagisme d'au moins 85%. Donc, beaucoup de publications, malheureusement, sur la cigarette électronique nous disent on a une réduction de plus de 50%. On aimerait bien avoir des taux de réduction beaucoup plus élevés pour que ce soit plus significatif sur la diminution du risque. Alors pour l'arrêt, en ce qui concerne la maladie cardiaque, il semble que c'est plus intéressant quand même d'obtenir l'arrêt complet puisque les doses de CO sont probablement une des causes de la toxicité résiduelle chez les dual users. Alors
e-cigarette sans nicotine est-elle utile dans une dernière phase de l'arrêt? Il n'y a pas de données scientifiques là-dessus. Moi, je peux vous raconter l'histoire de mon fils, qui est anesthésiste, qui était fort accro à la cigarette. Il a trouvé une nouvelle copine qui était tout à fait anti-cigarette et qui a une bonne poigne, dont il a arrêté de fumer. Pour lui faire plaisir, l'amour fait des miracles. Et alors il a acheté une cigarette électronique, mais sans nicotine, parce que je lui ai montré la mienne qui contient de la nicotine, et il dit ah non, je ne veux pas de la nicotine, moi quand j'ai vraiment une envie, je prends celle sans nicotine et c'est fini. Comme quoi, il n'y a pas que l'apport de nicotine dans le cerveau qui peut aider les gens, le fait de faire un peu de fumée au moment d'envie, ça fait du bien. Je signale que moi j'ai acheté une cigarette électronique parce que je suis un peu impertinent, et j'ai voulu me rendre aux réunions du Conseil scientifique de la santé avec mon vapoteur, et j'ai vapoté exprès devant les experts horrifiés. Alors, la e-cigarette est-elle arrêtée de fumer? Je crois qu'on l'a dit. La gateway effect, on sait que la littérature ne montre pas quelque chose de très intense, mais dire qu'il n'y a aucun ado qui va commencer par la cigarette électronique et qui va continuer à fumer, ça n'arrivera pas. Je ne le dirai pas non plus, c'est pas possible de le dire. Bien entendu, il est important de maintenir l'interdiction de vapoter en dessous de 18 ans. Alors, le plus intéressant, c'est le futur, parce que la législation actuelle, c'est toujours pas de nicotine dans les cigarettes électroniques. Mais comme tout le monde sait qu'on en trouve comme on veut, ça ne pose plus vraiment de problème. Alors, l'article 20 de la directive européenne 2014/440/UE concernant les produits du tabac, approuvé en mai 2014, je lis le texte, concerne spécifiquement les e-cigarettes comportant de la nicotine. Celui-ci permet, donc cet article, permet aux États membres de faire le choix entre, première hypothèse, l'application de la législation relative aux médicaments, je vous passe le nom de la directive, ou deux, d'appliquer les nouvelles dispositions prévues dans la directive 2014/40 et qui assimilent plus la e-cigarette à un produit de consommation courante, tout en prévoyant certaines restrictions visant à la protection et la sécurité du consommateur. Cette directive doit être transposée, comme vous le savez, pour le 20 mai 2016 au plus tard. Notre ministre, qui s'appelle Madame De Blok, s'est aujourd'hui prononcée en faveur de cette deuxième hypothèse. Donc ça veut dire qu'on va considérer que la cigarette électronique avec ou sans nicotine est un produit de consommation courante. Bien entendu, on demande quelques options particulières, soumission par les producteurs d'informations relatives aux ingrédients, aux données toxicologiques disponibles, aux constituants de la partie électronique, etc. Une teneur en nicotine maximale ainsi qu'une quantité de nicotine maximale dans chaque e-cigarette, donc ça c'est la réglementation de la directive européenne, mise en œuvre d'un mécanisme évitant les fuites de liquide contenant de la nicotine, des avertissements sanitaires spécifiques sur les emballages, interdiction de certains types de publicité pour ces produits. Je ne sais pas ce que c'est certains types de publicité. Alors une petite remarque pour dire qu'il faudra également adapter la législation aux cigarettes électroniques sans nicotine. Alors, quelle est l'attitude des centres d'aidofumeurs, puisque dans la foulée de la création de la formation en tabacologie en communauté française, on a fondé ce qu'on appelle des centres d'aidofumeurs qui doivent obligatoirement comporter un tabacologue, un psychologue, éventuellement toujours un médecin, lorsqu'il y a bien entendu besoin de prescrire la varinicline ou du Liban, et éventuellement des diététiciens et d'autres professionnels de santé. Donc ce sont toujours des centres multidisciplinaires. Qu'est-ce qu'on propose au CAF comme attitude? C'est de faire comme les Anglais. Dans la plupart des SSS, c'est-à-dire Stop Smoking Services, du NHS, National Health Service. Donc on a intégré dans les CAF les vapoteurs dans la pratique. Et surtout, la recommandation d'acheter une cigarette électronique lorsqu'on a constaté un échec des traitements validés ou en absence de motivation suffisante pour permettre un arrêt du tabac. Donc les cours de tabacologie comportent dès maintenant des enseignements sur la nécessité de mieux connaître la e-cigarette, car c'est le gros problème pour les tabacologues. Le patient vous dit qu'est-ce que vous pensez, docteur, de la e-cigarette? Ah bon, je suis pour. OK. Et laquelle j'achète? À ce moment-là, il y a un problème. Donc, il faut absolument que les tabacologues aillent rendre visite aux magasins qui vendent des liquides et des cigarettes électroniques, qui prennent des contacts avec les forums de vapoteurs, parce qu'il y a beaucoup d'experts parmi les vapoteurs, et ça leur permettra d'aider leurs patients à faire les bons choix techniques. Bien entendu, nous considérons que les dual users, donc les gens qui consomment à la fois
de la cigarette électronique et du tabac doivent être une priorité, car il reste des fumeurs, et il ne faut pas leur dire que c'est un succès. Il faut leur dire que l'objectif, c'est d'arrêter complètement. Alors, on leur dit, évidemment, les poumons sont prévus pour respirer de l'air, pas de fumée, et à part la vapeur d'eau, rien d'autre. Bien entendu, on va vous mettre sur le nez, oui docteur, et la pollution, là, je n'ai pas la solution. Voilà, j'ai promis d'aller vite, j'ai fini.